Une grotte sous-marine regorgeant d'anciens artefacts mayas, une sphère de pierre colossale et une étrange momie extraterrestre. Notre monde est vraiment plein de mystères. Par exemple, des artefacts mystérieux qui ne peuvent tout simplement pas être placés dans un contexte logique apparaissent un peu partout. Prépare-toi à plonger avec nous dans un royaume de sensations archéologiques qui nous rappelle une fois de plus que la vérité historique est toujours là, quelque part. La grotte Maya. On dirait l'histoire d'un film d'Indiana Jones, mais c'est la réalité. Dans les crevasses et les recoins cachés du plus grand réseau de grottes sous-marines du monde se trouvent les restes d'anciens humains et d'animaux disparus depuis longtemps. Dans les grottes inondées de San Actún au Mexique, par exemple, les chercheurs sont tombés entre autres sur un crâne humain vieux de 9000 ans. L'archéologue Guillermo de Anda, qui dirige les recherches dans cette grotte, la qualifie de site archéologique sous-marin le plus important au monde. Alors que les dimensions records du système s'étendent sur plus de 345 km, l'équipe de Anda a découvert qu'un vaste système de grottes souterraines appelé Dos Oros est relié à San Actún. Ces réseaux de grottes connectées contiennent à leur tour des ossements d'animaux disparus du Pléistocène, notamment des restes de paresseux géants, d'ours à nez court et de gomphothères, des herbivores ressemblant à des éléphants. La raison pour laquelle ces ossements se sont retrouvés dans ce réseau de grottes n'a pas été élucidée de façon concluante. Il est possible que les animaux soient tombés dans les cénotes ou trous d'eau et se soient noyés. Cependant, certains ossements pourraient également avoir été entraînés dans la grotte par l'élévation du niveau de la mer. En fin de compte, le complexe abrite près de 200 sites archéologiques différents, dont plus de la moitié appartiennent à la légendaire civilisation maya. Si les empires mayas ont prospéré entre 2000 ans avant Jésus-Christ et 1000 ans après Jésus-Christ, leurs traces n'ont pas encore été entièrement découvertes. Il est possible que certains restes humains aient été placés dans les grottes après la mort. D'autres pourraient provenir de sacrifices rituels. De plus, les archéologues ont découvert des poteries, des œuvres d'art et des statues qui ont probablement été jetées dans les cénotes dans le cadre de rituels sacrés. Et pourtant, bien que de nombreuses découvertes stupéfiantes aient été enregistrées dans la grotte, les chercheurs sont certains de n'avoir mis au jour que la partie émergée d'un iceberg archéologique bien plus vaste. Car en fait, les sites sous-marins sont loin d'être entièrement cartographiés. C'est pourquoi personne ne sait quels trésors non découverts y dorment encore. Énigmatique sphère de pierre. Œuvre d'une civilisation avancée disparue ou simple curiosité de la nature? Depuis que l'énorme sphère de pierre a été découverte en Bosnie, les experts s'interrogent sur le véritable contexte de cet objet massif. Avec un diamètre de 3,3 mètres et un poids estimé à 35 tonnes, la sphère a attiré de nombreux curieux au fil des ans. Et si nous rappelons brièvement les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica à ce stade, il est en effet raisonnable de supposer que nous avons affaire à un artefact fabriqué par l'homme. Cette hypothèse est également défendue par l'archéologue Semir Osmanagić. Alors que la structure massive est située dans une forêt près de la ville de Visoko, l'Indiana Jones bosniaque affirme qu'elle provient d'une civilisation inconnue qui a habité la région il y a plus de 1000 ans. De plus, la couleur rouge-brun de la sphère indiquerait une très forte teneur en fer. Cependant, d'autres experts soulignent que cette teneur en fer est typique de ce que l'on appelle une concrétion. Il s'agit là encore d'agrégats minéraux qui se forment de manière tout à fait naturelle. La momie d'Atacama. Les discussions enflammées ont-elles enfin pris fin? Depuis que la soi-disant momie d'Atacama a été découverte en 2003 dans le désert qui lui donne son nom au Chili, le public mondial se pose une question centrale. Qu'est-ce que c'est? Car une chose est incontestable. Avec sa taille de 13 cm, son crâne allongé et ses os d'une dureté frappante, le squelette a tout sauf l'air d'un être humain. Dans ce contexte, certaines personnes soupçonnent que nous avons affaire au reste d'une espèce totalement inconnue, une espèce qui n'est peut-être même pas venue de la Terre. Cependant, l'analyse scientifique de l'ADN brosse un tableau beaucoup plus terrestre. Ainsi, l'analyse a conclu que le matériel génétique provenait d'un humain. Cependant, les experts ne parvenaient toujours pas à expliquer l'apparence bizarre de la momie d'Atacama. Finalement, une analyse du génome plus tard, une étude a révélé que le squelette présentait un total
de 7 mutations génétiques qui ont toutes influencé la croissance humaine. Ainsi, les chercheurs supposent que l'apparence étrange est due à la combinaison de ces mutations. Celle-ci entraîne notamment une sénescence prématurée, une petite taille et de graves malformations. En conséquence, le prétendu extraterrestre est probablement un fœtus mort-né ou un enfant décédé peu après la naissance. L'épée viking. Chaque été, Saga Vanessek se rend avec ses parents et son petit frère au lac Widerstern, dans le sud de la Suède. Alors que la fillette a l'habitude d'y construire des châteaux de sable ou de faire sauter des pierres sur l'eau, un incident s'est produit il y a quelques années qui a fait de Saga Vanessek une célébrité nationale du jour au lendemain. Lorsque Saga est entrée dans l'eau par une belle et lumineuse journée d'été, elle a soudain senti quelque chose de long et de dur sur son genou, qui dépassait du fond argileux du lac. Après avoir retiré l'objet, elle a immédiatement remarqué que c'était complètement différent des bâtons et des pierres qu'elle trouve habituellement à cet endroit. Et voilà, Saga venait en fait de découvrir une ancienne épée viking qui a laissé les archéologues qu'elle a contactés incrédules. Bien que l'épée soit estimée à 1500 ans, on a d'abord demandé à la famille de garder le secret sur cette découverte passionnante. Les chercheurs voulaient d'abord s'assurer que d'autres trésors historiques ne sommeillaient pas dans le lac. Et en effet, par la suite, les experts devaient retrouver une autre broche datant de l'ère viking et une pièce de monnaie du XVIIIe siècle. Et même si Saga a trouvé un peu dommage de devoir donner son épée au musée local, elle est heureuse qu'elle puisse maintenant être admirée par d'autres personnes. Une ville dans le sous-sol. De vieux vêtements, des jouets oubliés depuis longtemps, une ville à part entière, les trouvailles faites dans les sous-sols sont vraiment quelque chose d'excitant. Et oui, tu as bien entendu. En 1963, un homme en Turquie a fait une étrange observation. Ses poulets ne cessaient de disparaître par un trou dans un sous-sol qui s'était ouvert lors de travaux de rénovation. Pour savoir où allaient ses contemporains à plumes, l'homme a abattu un mur et a découvert quelque chose de presque incroyable. Cette découverte unique est depuis connue sous le nom de Derinkuyu, décrivant une ville souterraine colossale. Située en Cappadoce, le site caché est toutefois accompagné de nombreux points d'interrogation. Par exemple, nous ne savons pas exactement qui a construit Derinkuyu à l'origine, ni pourquoi. Certains experts suggèrent que le site a été aménagé par les Hittites il y a plus de 4000 ans. D'autres estiment qu'il s'agit d'un refuge chrétien secret. Cependant, la majeure partie de Derinkuyu sommeille encore dans l'obscurité. On estime que seulement 25% du complexe original a été découvert jusqu'à présent. La partie qui a été découverte comprend 8 étages, avec des pièces d'une superficie totale de 2500 mètres carrés. Outre les pièces d'habitation et de couchage, celle-ci abrite également un monastère, un pressoir, des salles de stockage et de réunion, des églises et même un donjon. En ce qui concerne le nombre d'habitants, les estimations des experts varient considérablement. Alors que certains estiment qu'au maximum 3000 personnes vivaient ici en même temps, d'autres considèrent qu'une population de 50 000 personnes est concevable. Scellé au monde extérieur par des portes en pierre roulée, Derinkuyu disposait d'un système de ventilation sophistiqué composé de plus de 15 000 puits. En fait, le système de circulation de l'air fonctionne encore aujourd'hui. Le système était également utilisé pour transporter de l'eau. Nouvelle de Saqqara. L'ancienne nécropole égyptienne de Saqqara réserve toujours de nouvelles surprises. Il y a quelques mois, des chercheurs y ont découvert plusieurs anciens ateliers d'embaumement, ce qui nous donne un aperçu saisissant des compétences en matière de momification des habitants de l'Empire pharaonique. Aménagés il y a environ 2400 ans, les sites contiennent des lits de pierre sur lesquels reposaient les corps des défunts pendant la procédure. À l'extrémité des lits, les scientifiques ont à leur tour découvert des gouttières ainsi que des pots en argile qui servaient à conserver les organes internes. En outre, la trouvaille comprenait également des objets pratiques pour l'embaumement, notamment des draps et du sel de natron. Pour stopper la décomposition, toute l'humidité était retirée du corps pendant la momification. Un atelier était apparemment utilisé pour l'embaumement des animaux, car comme on le sait, les Égyptiens étaient également connus pour préserver pour la postérité les animaux qu'ils considéraient comme sacrés. Il s'agit par exemple des chats, mais aussi des ibis et des taureaux apis. Si l'on suit les explications du directeur du site archéologique de Saqqara, c'est la première fois que l'on y découvre des ateliers d'embaumement en relation avec les temples. Une circonstance qui se distingue nettement des découvertes précédentes. Jusqu'à présent, de telles installations étaient toujours associées à la divinité Apis à Memphis.
De telles installations étaient toujours associées à la divinité Apis à Memphis. Au cours de l'année de fouilles, les chercheurs de Saqqara ont également retrouvé la trace de 2 nouvelles tombes qui sont nettement plus anciennes que les ateliers. Ainsi, l'âge de ces tombes est estimé respectivement à 4400 et 3400 ans. Les experts ont également pu découvrir l'identité des personnes enterrées. Il s'agissait de 2 prêtres nommés Neuzatba et Menkeber. Parmi les autres découvertes, on y trouve des statues et des œuvres d'art, et même du fromage égyptien ancien. Tu te demandes ce que peut bien cacher un ancien complexe troglodyte ? Eh bien, disons que la vie trouve parfois des moyens bizarres de s'épanouir, même dans les endroits les plus incroyables. Et il n'y a pas que cette grotte qui nous donne des aperçus troublants d'époques révolues. Reste à l'écoute pour découvrir les choses effrayantes, fascinantes et époustouflantes qui ont déjà fait surface dans le monde mystique des grottes. Grotte de Moville. La grotte de Moville, en Roumanie, ou en d'autres termes, une capsule temporelle vieille de 5,5 millions d'années qui ouvre une fenêtre vivante sur des temps révolus. Situé près de la ville de Mangalia, sur les rives d'un lac, ce complexe sommeille sous la surface depuis au moins 500 000 ans. Dans le détail, il faudra attendre 1986 pour que Christian Lascaux découvre la structure, ouvrant ainsi la porte à un monde caché que l'on peut qualifier en toute confiance d'extrême. Cela commence déjà par l'accès à la grotte. Si tu veux atteindre la cavité souterraine, tu dois conquérir une veine d'eau à partir d'une profondeur de 400 mètres, qui en plus est extrêmement sulfureuse. Il en va de même pour l'atmosphère à l'intérieur même de la grotte. La teneur en oxygène y est inférieure de 66% à celle de l'extérieur. Dans le même souffle, la proportion de dioxyde de carbone de la grotte dépasse de 100 fois celle de l'air extérieur. Dans ce contexte, il semble presque incroyable que la grotte de Moville abrite malgré tout un écosystème entièrement développé. Jusqu'à présent, les chercheurs ont pu identifier pas moins de 69 espèces différentes, dont plus de 30 n'apparaissent nulle part ailleurs dans le monde. Parmi les animaux de la grotte, on trouve des araignées, des sangsues et ce que l'on appelle des pseudoscorpions, ainsi que des mille-pattes, des isopodes et même un escargot. Ce dernier, cependant, n'était peut-être pas originaire de la grotte depuis le début, mais appartenait seulement à la communauté animale depuis 2 millions d'années. C'est particulièrement intéressant. Sans exception, nous avons affaire à des espèces animales préhistoriques qui se sont parfaitement adaptées à leur environnement impitoyable au fil du temps. Par exemple, certaines créatures ont complètement régressé au niveau de leurs yeux ou des pigments de couleur de leur peau. Particulièrement déroutant, nous n'avons aucune idée de la façon dont les animaux ont réussi dans le détail à s'adapter à l'atmosphère pauvre en oxygène. La seule chose qui est certaine, c'est qu'un pilier de l'écosystème repose sur l'existence de bactéries sulfureuses. Celles-ci forment un biofilm sur l'eau, sur lequel se développent des champignons dont se nourrissent les autres créatures. Et si les créatures ont réussi à défier les exigences les plus défavorables, pourquoi n'auraient-elles pas réussi dans d'autres endroits de la Terre ou dans d'autres endroits de l'univers ? Des structures énigmatiques. Il y a des milliers d'années, certains néandertaliens ont suivi une procédure déroutante. À la lumière des torches, nos parents disparus ont passé des heures à arracher une stalagmite après l'autre du sol de la grotte, à enlever le sommet et la base, et à les poser soigneusement l'une à côté de l'autre. De cette façon, ce n'est pas une, mais 2 structures circulaires qui ont été créées. Le mystère de cet étrange rituel, pratiqué il y a 175 000 ans dans une grotte près de la ville française de Toulouse, n'a pas été élucidé. Mais le fait même qu'il ait été pratiqué nous donne un aperçu de l'organisation sociale des Néandertaliens. L'époque où nous pensions que cette espèce du genre Homo était grossière et inintelligente est révolue. Ainsi, les preuves archéologiques suggèrent la conclusion pressante que les Néandertaliens pouvaient penser de façon symbolique, qu'ils avaient des connaissances de base en chimie, en médecine ainsi qu'en cuisine, et qu'ils possédaient peut-être même une certaine capacité de langage. En fait, il se peut même qu'ils aient enseigné aux humains modernes de nouvelles techniques artisanales lorsque les 2 espèces se sont croisées et se sont rencontrées. L'homme d'Altamura. Au cœur d'un grand réseau de grottes, au milieu d'innombrables stalactites, sommeillent les restes d'un individu qui fait toujours l'objet de débats passionnés. Ce que nous savons, c'est que le soi-disant homme d'Altamura a été retrouvé en 1993 dans une grotte près de la ville éponyme d'Altamura, en Italie. Ce que nous ne savons pas en revanche, c'est de quelle espèce du genre Homo il s'agit ici en détail. Catégorisé à l'origine comme Homo heidelbergensis,
Puis, comme néandertalien, l'attribution à Homo sapiens n'est pas non plus exclue. Daté d'environ 130 000 ans, le fossile impressionne avant tout par son degré de conservation presque totale. Les experts supposent que l'homme d'Altamura s'est blessé en tombant dans la grotte et qui s'y est ensuite perdu. Incapable de trouver une sortie dans l'obscurité absolue et incapable d'escalader, il s'est abandonné à son sort et est mort. Bien que l'homme d'Altamura repose toujours dans la grotte, il n'est pas possible de la visiter. Le complexe est fermé aux visiteurs. Légumes anciens. Que mangeaient réellement nos ancêtres il y a 170 000 ans ? Eh bien, les restes uniques découverts dans une grotte en Afrique suggèrent que le régime paléo comprenait beaucoup de légumes grillés et riches en glucides. En 2016, une équipe de chercheurs de l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud a découvert des dizaines de fragments de charbon de bois. Et dans ceux-ci, finalement, des traces d'une plante du genre Hypoxis. Dans le détail, il s'agissait des restes de ce que l'on appelle des rhizomes, des tiges qui poussent sous terre. Du point de vue de leur teneur en glucides, les rhizomes des plantes Hypoxis sont comparables à des pommes de terre, même si au niveau du goût, ils rappellent davantage les patates douces. Bien que les graines de légumes racines et d'autres plantes aient déjà été retrouvées sur un site vieux de 800 000 ans en Israël, cette découverte incarne la plus ancienne preuve de la torréfaction d'aliments. Grotte Chauvet. Pas de post sur les découvertes de grottes les plus sensationnelles de tous les temps sans la grotte Chauvet en France. En fait, si tu veux bien, nous sommes devant une exposition d'art de l'âge de pierre. Retrouvée en 1994 par l'archéologue de loisirs Jean-Marie Chauvet, les plus de 400 peintures murales avec leurs 1000 animaux et symboles peints témoignent de la façon dont nos ancêtres percevaient le monde qui les entourait. La datation au radiocarbone suggère que la grotte, située près de la ville de Vallon-Pont d'Arc, a été utilisée par les humains au cours de 2 périodes. La première période, il y a environ 37 à 33 500 ans, a été suivie par la phase d'utilisation plus récente qui a commencé environ 31 à 28 000 ans avant notre ère. Rhinocéros laineux, chevaux, hibou aigle ou cerfs, les animaux représentés qui se caractérisent par une remarquable variété prouvent le talent artistique que possédaient nos ancêtres. Cependant, parsemés d'innombrables détails, les scientifiques s'interrogent encore sur l'utilité de ces peintures à l'époque. Les preuves recueillies jusqu'à présent suggèrent que les œuvres d'art ont été créées dans le cadre d'actes culturels et rituels. Si tu espères voir les peintures rupestres de près, nous avons une mauvaise nouvelle pour toi. La grotte Chauvet n'est pas autorisée aux civils. Le risque est trop grand que l'air que tu respires provoque une modification de l'humidité de l'air et entraîne ainsi des infections fongiques. Même les chercheurs professionnels ne sont autorisés à y séjourner que quelques heures et encore seulement quelques semaines par an. Les plus vieux vins du monde. On dit que les vins s'améliorent avec l'âge. Mais que se passe-t-il lorsque le vin en question n'a pas seulement quelques décennies, mais plusieurs millénaires ? Dans une grotte d'Arménie, des archéologues ont mis au jour un ancien pressoir à vin, des récipients de fermentation et de stockage, des gobelets, ainsi que des vignes flétries, des pots et des pépins. La particularité, cette même grotte avait déjà fait la une des journaux avant cette découverte, lorsque des chercheurs y ont retrouvé la plus ancienne chaussure en cuir connue. Si celle-ci a été fabriquée il y a environ 5500 ans, la production du vin a probablement eu lieu entre 4100 et 4000 ans avant Jésus-Christ. L'identité exacte des anciens buveurs de vin portant des chaussures en cuir reste un mystère, mais le vin était probablement utilisé lors de cérémonies organisées pour honorer les morts. Ainsi, les experts ont trouvé 20 tombes autour du pressoir, et de manière significative, de nombreux gobelets ont été trouvés à proximité immédiate des tombes. La grotte des cannibales. Des scènes absolument troublantes se sont déroulées dans la grotte de Gow, dans le comté anglais du Somerset, il y a 14 700 ans. Les humains s'attaquaient à leurs semblables, démembraient leurs dépouilles et rongeaient leur chair jusqu'à l'os. Mais qu'en est-il des antécédents de cet effrayant cannibalisme sur lui-même ? Les habitants de la grotte ont-ils agi à cause d'une grande famine ? Ne savaient-ils pas comment s'aider eux-mêmes dans leur désespoir ? Eh bien, pas tout à fait. Si l'on suit les déclarations des experts, la chair humaine a été mangée dans le cadre d'un rituel sacré. Le fait que les ossements retrouvés aient été clairement rongés par des dents humaines n'a jamais été remis en question, étant donné les marques de dents indubitables.
Cependant, certains os présentent également des traces de découpe, et 3 crânes ont même été remodelés de manière à pouvoir être utilisés comme bol. Là encore, parmi les découvertes les plus fascinantes, on trouve les encoches en zigzag gravées sur un os de l'avant-bras. À ce stade, il ne faut pas oublier une chose. Si le cannibalisme est pour nous une pratique cruelle, dégoûtante et terrifiante, dans un contexte historique, il peut en dire long sur la complexité d'un groupe. En conséquence, les restes d'os rongés et décorés témoignent du fait que les gens de l'époque manifestaient une croyance supérieure dans leurs actions, aussi étrange que cela puisse paraître du point de vue aujourd'hui. Les squelettes ne présentent aucun signe indiquant que les morts ont été tués par la force. Il est très probable qu'ils soient morts d'une mort naturelle. Peut-être que la gravure des os doit servir à la mémoire et ou la révérence. Peut-être, supposent les chercheurs, que le cannibalisme n'était qu'une façon macabre d'enterrer, différente dans la mise en œuvre, mais avec la même signification que les crémations, les enterrements et les momifications. Nous vous emmenons dans un voyage incroyable, dans un monde de mystères et de légendes, et révélons la vérité qui se cache derrière cette découverte spectaculaire. Voulez-vous découvrir l'inconcevable ? Alors abonnez-vous à notre chaîne et partons ensemble sur les traces du passé. L'homme derrière le mystère. L'histoire entourant l'inquiétant Père Crespi ne pourrait être plus mystérieuse. Selon certains rapports controversés, le prêtre serait tombé sur un réseau de grottes souterraines en Équateur, doté d'une bibliothèque métallique. Les artefacts qui s'y trouvent bouleverseraient complètement notre vision commune de l'histoire. Par exemple, les structures bizarres relient les Amériques aux anciens Sumériens, fournissent des preuves des visites extraterrestres et révèlent une conspiration mondiale du Vatican. Mais quelle est la part de vérité dans cette histoire à couper le souffle ? Et pourquoi la collection privée d'artefacts du Père Crespi est-elle aujourd'hui conservée dans des salles de stockage et des chambres fortes inaccessibles ? Commençons par les faits établis. Ce que nous savons, c'est que le Père Carlos Crespi Crossi est un moine de l'ordre des Salésiens né en Italie en 1891. Après avoir étudié l'anthropologie à l'université de Milan, il décide de poursuivre une carrière d'ecclésiastique. Dans ce cadre, Crespi a été envoyé en 1923 dans la petite ville andine de Cuenca, en Équateur, pour effectuer un travail caritatif auprès de la population indigène. Une tâche à laquelle le prêtre allait se consacrer jusqu'à sa mort en 1982. Au sein de la population locale, le prêtre d'origine italienne jouissait d'une grande popularité. Aujourd'hui encore, une statue de Crespi commémore les actes de miséricorde du prêtre. Il a notamment fondé un orphelinat et plusieurs écoles, distribué de l'argent et de la nourriture, et a toujours été à l'écoute des inquiétudes et des besoins des habitants. Cependant, le Père Crespi ne voulait pas seulement aider les habitants de Cuenca. Il s'intéressait également aux nombreuses autres tribus indigènes de l'Équateur et essayait d'apprendre à connaître leurs traditions et leur culture. La collection Crespi. Submergés par la charité désintéressée du prêtre, les indigènes ont fini par lui faire don de divers objets en remerciement de son dévouement. Ces objets provenaient de toutes les régions du pays et représentaient pratiquement toutes les cultures indigènes de l'Équateur. Sachant que les familles de la région étaient souvent désespérément pauvres, mais que leur fierté les empêchait de lui demander de l'argent, Crespi a insisté pour les payer pour leurs cadeaux. Au fil des décennies, le Père Crespi a acquis plus de 50 000 objets. Certains d'entre eux, cela ne faisait aucun doute, étaient manifestement des faux modernes. Mais pour l'ecclésiastique, c'était le geste qui comptait. Et cela ne le dérangeait pas trop. Après que la collection de Crespi eut pris des proportions de plus en plus importantes, le Vatican accorda la permission de fonder un musée pour abriter les artefacts. Malheureusement, la plupart d'entre eux ont été détruits dans un incendie en 1962. Comme même les spécimens intacts ont été retirés par la suite, le reste de la collection Crespi a été considéré comme irrémédiablement perdu pendant des décennies. Ce qu'il est advenu des objets manquants était totalement incertain. Alors que certains soupçonnaient qu'ils allaient désormais prendre la poussière dans des archives cachées au sous-sol, d'autres pensaient qu'il était plus probable qu'ils soient vendus à des collectionneurs privés ou apportés au Vatican. Artefacts inexpliqués. La plupart des objets de Crespi étaient communs en ce sens qu'ils pouvaient être clairement attribués à une culture indigène particulière. Cependant, parmi la collection se trouvaient des objets étranges qui suscitent encore aujourd'hui des débats passionnés. Certains de ces objets semblaient avoir un style babylonien, d'autres semblaient être en or pur et étaient décorés de symboles étranges qui ne pouvaient être attribués à aucune culture sud-américaine connue. Il semblerait que ces caractères inconnus soient une sorte d'écriture ancienne qu'aucun expert n'avait vue auparavant. Richard Wingate a eu l'honneur de voir de ses propres yeux les mystérieux artefacts dans les années 1970.
Après avoir examiné et photographié la vaste collection, le chercheur et écrivain de Floride a été profondément impressionné. Il a décrit les objets comme, je cite, « le trésor archéologique le plus précieux de tous les temps ». Et par là, il ne voulait pas dire que la valeur des objets en or et en argent avait augmenté de façon incommensurable, mais plutôt que la collection soulevait des questions historiques fondamentales. Comment se fait-il que des objets classés comme assyriens, égyptiens, chinois et africains soient apparus dans les rangs de la population indigène de l'Équateur ? Si l'on suit l'historiographie officielle, ces groupes n'auraient jamais dû se rencontrer. Crespi considère également qu'il est impossible que les racines des objets se trouvent en Équateur. Il soupçonne une origine babylonienne. Enfin, Wingate s'est plaint que les chercheurs ne soient apparemment pas du tout intéressés à percer ce mystère. Au contraire, il semble que la collection de Crespi soit délibérément effacée de la couverture publique. La bibliothèque secrète. 1973 est l'année où la collection de Crespi fait enfin la une des journaux internationaux. Ainsi, le livre controversé d'Eric Van Däniken, L'or des dieux, a été publié à cette époque. Le partisan de la préastronautique y affirmait qu'un certain Juan Moritz avait découvert dans les grottes de Tayos, en Équateur, un système de tunnels secrets qui cachait quelque chose de presque incroyable. Une colossale bibliothèque métallique regorgeant de mystérieux artefacts en or. Ces objets avaient ensuite été remis au père Crespi. En outre, Van Däniken a déclaré que les artefacts provenaient des rangs d'une civilisation perdue et avaient été créés avec l'aide d'êtres extraterrestres. Selon les affirmations de Moritz et de Van Däniken, la bibliothèque se composait de milliers de livres aux pages métalliques, chaque page étant ornée de symboles cryptiques, de motifs géométriques et d'inscriptions inconnues. De plus, la voûte cachée était si gigantesque qu'il était impossible qu'elle ait été construite par des humains. Les êtres qui ont créé la bibliothèque devraient être comparés à des géants en chair et en os. Sur la piste du mystère. Mais comment classer ces rapports presque incroyables ? Eh bien, c'est une question que l'équipe de Ancient Origins a également voulu élucider. C'est pourquoi ils sont partis en Équateur pour chercher des réponses sur place. Avec succès, par Padre Javier Herrán, l'actuel prêtre de Cuenca et ancien compagnon de Crespi, ils ont appris que les artefacts avaient été acquis par la Banque centrale équatorienne après l'incendie de 1962. En effet, une rencontre a été organisée avec le docteur Luis Alvarez qui a permis aux visiteurs d'admirer de leurs propres yeux ce qui restait de la collection de Crespi. Cependant, Alvarez, qui est un véritable expert de Crespi, a souligné que les affirmations de Moritz et de Van Däniken n'avaient absolument rien à voir. Selon lui, le prêtre a plutôt été complètement choqué lorsqu'il a appris la prétendue découverte de la bibliothèque métallique. Après que la Banque centrale de l'Équateur a donné son accord pour la visite, les employés d'Ancient Origins ont été confrontés à un spectacle bouleversant. En parcourant les salles de stockage et en s'émerveillant rangée après rangée, ils ont repéré des figurines cérémonielles, des armes, des bijoux, des poteries, des crânes allongés et même quelques têtes réduites. La seule chose qui manquait était toute trace des pages métalliques de la bibliothèque souterraine. Les pages du livre. Les sceptiques diront à ce stade que les journalistes n'ont pas pu voir les pages. Bien sûr, après tout, les tireurs de ficelles en arrière-plan feraient n'importe quoi pour maintenir l'image de l'historiographie officielle. Interrogés sur les pages métalliques, les experts présents les ont immédiatement balayées d'un revers de main, affirmant que la Banque centrale avait refusé d'acheter ces objets parce qu'ils n'étaient rien d'autre que de la fausse ferraille. Le docteur Alvarez a néanmoins accepté de guider les visiteurs jusqu'aux plaques litigieuses. Celles-ci étaient entreposées à l'autre bout du complexe, dans un vieux bâtiment délabré. Alors que les artefacts précédents avaient été soigneusement triés et exposés de façon experte, les plaques étaient sauvagement mélangées sur le sol et dans de simples boîtes en carton. Un rapide coup d'œil suffisait pour comprendre que les responsables n'attachaient aucune valeur à ces objets. De plus, les assiettes n'étaient pas du tout en or ou en argent, mais dans un matériau très souple et élastique qui rappelle l'aluminium. Les décorations étaient parfois grossières et maladroites. Il est vrai que certaines des scènes représentées étaient assez bizarres, et pourtant, elles ressemblaient simplement à des gravures modernes sur de la tôle bon marché. S'agissait-il vraiment des artefacts légendaires que Van Däniken avait si pompeusement décrits dans son livre ? Dernière réflexion. Tirons une brève conclusion à ce stade. Une chose est sûre, le père Crespi a effectivement recueilli d'innombrables artefacts authentiques dans les rangs de la population indigène au cours de sa vie. Mais c'est aussi une certitude. Les plaques que les journalistes ont examinées n'ont rien à voir avec ces objets époustouflants
dont Van Däniken a parlé dans L'Or des dieux. L'histoire de la bibliothèque souterraine est-elle donc caduque ? Ou bien les originaux ont-ils toujours été conservés dans les archives secrètes du Vatican, comme on le soupçonne dans certains milieux ? Mais même en dehors de cela, un mystère demeure. Qu'est-il arrivé au mystérieux objet en or que Richard Wingate a photographié dans les années 1970 ? Pourquoi ne se trouvait-il pas dans les réserves de la banque ? Était-il authentique ? Et si c'est le cas, quelle est leur importance historique ? Même si nous avons fait quelques pas vers la résolution du mystère de la collection de Crespi, certains mystères restent encore cachés. Imaginez que vous exploriez une grotte mystérieuse et que vous tombiez sur une trouvaille qui émerveille le monde entier. C'est exactement ce qui est arrivé à un groupe d'aventuriers et nous ne voulons pas vous priver de leur incroyable histoire. Le meurtrier à la hache. Nous sommes en 1916 lorsque Joseph Henry Loveless assassine sa femme Agnès, qui dormait, à l'aide d'une hachette. Et bien que Joseph soit rapidement arrêté à la suite de ce crime, il se retrouve en liberté quelques jours plus tard. Officiellement, le tueur a réussi à s'évader de la prison de Saint Anthony dans l'Idaho, en coupant les barreaux de sa cellule. Cependant, le bruit courait déjà à l'époque que Joseph avait très probablement reçu de l'aide de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu aucune trace du meurtrier à la hache et il semblait qu'il avait effectivement réussi à s'échapper. Cependant, en 1979, une famille va faire une découverte macabre dans la grotte de Buffalo, près de la ville de Dubois. Un torse sans tête que quelqu'un avait attaché dans un sac de toile. Et bien qu'une main, un bras et les 2 jambes aient été récupérés dans la grotte les années suivantes, il faudra attendre 2019 pour que l'identité du mort soit enfin déchiffrée. Un test ADN effectué plus tard par le petit-fils de Loveless, âgé de 87 ans, a déterminé qu'il s'agissait bien des ossements du tueur en fuite. Après tout ce temps, cependant, nous ne pouvons que spéculer sur les circonstances exactes de la mort de Joseph Loveless. Tout ce qui est certain, c'est que son corps a été démembré à l'aide de plusieurs outils tranchants. Certains chercheurs pensent qu'il est possible que le meurtre soit l'œuvre de la famille d'Agnès. La grotte de l'horreur. Ce qui porte officiellement le nom de grotte de Naal Ever est également connu des archéologues sous le nom de la grotte de l'horreur. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce surnom sinistre ? Situé dans le désert de Judée en Israël, ce site a fait la une des journaux pour avoir abrité d'innombrables squelettes de réfugiés juifs de l'époque du soulèvement de Bar Kokhba. Ainsi, entre les années 132 et 136, les habitants juifs se sont révoltés contre les dirigeants étrangers romains. Et bien que les Romains aient d'abord subi de lourdes pertes, la révolte s'est terminée par le meurtre et la mise en esclavage de la majeure partie de la population. Ainsi, dans les années 1960, les squelettes de 40 hommes, femmes et enfants ont également été retrouvés dans la grotte des horreurs. En outre, les chercheurs y ont découvert d'autres objets importants, notamment des fragments de lettres, des pièces de monnaie et des copies de textes bibliques. Mais ce n'est pas tout. En 2021, les experts ont découvert dans la grotte les restes d'une fillette partiellement momifiée, vieux de 6000 ans. L'enfant âgé de 6 à 12 ans avait autrefois été recouverte d'un tissu et déposée dans une fosse peu profonde. Dans la foulée, les experts médico-légaux ont réussi à trouver un autre gros coup. Avec la tombe, ils ont découvert des fragments des manuscrits de la Mère morte, vieux de 2000 ans. Il s'agissait de traductions grecques des livres de Zacharie et de Naoum. Requins de la préhistoire. Si nous faisons tourner la roue du temps de 330 millions d'années, nous nous retrouvons à une époque où Saevodus striatus rendait les océans dangereux. Ces requins préhistoriques atteignaient des longueurs de corps allant jusqu'à 9 mètres et faisaient partie des principaux prédateurs du monde sous-marin de l'époque. Et il y a quelques années, les chercheurs du parc national de Mammoth Cave ont eu la chance de découvrir les restes d'un tel requin préhistorique. Situé dans l'État du Kentucky, l'énorme Mammoth Cave, avec une extension de plus de 675 km, est la plus grande grotte du monde. Après avoir retrouvé ici les dents et les cartilages fossilisés du poisson prédateur, les experts ont été complètement dépassés. L'examen de la forme de la mâchoire peut donc à lui seul
permettre d'en savoir plus sur le mode de vie de cette espèce et de la classer plus précisément dans l'arbre généalogique des requins superordonnés. La grotte des cannibales. C'est une prise de conscience à la fois déconcertante et inquiétante. Il y a 14 700 ans, nos ancêtres mangeaient d'autres personnes. Les découvertes macabres enregistrées dans la grotte de Gowf, dans le comté anglais du Somerset, ne laissaient aucun doute à ce sujet. Par exemple, les experts ont retrouvé dans la grotte plusieurs restes humains, dont un adolescent et un bambin de 3 ans, qui présentaient des signes évidents de cannibalisme. Alors que de nombreux os avaient été grignotés et mâchés et possédaient des marques de coupure, 3 crânes auraient même été soigneusement façonnés en récipients. On pourrait penser qu'en raison d'une grave famine, les habitants de la grotte de Gowf n'avaient d'autre solution que de se jeter sur leurs congénères. Mais ce n'est pas le cas. Le cannibalisme n'était pas pratiqué par désespoir, mais dans le cadre d'un rituel. En effet, des os de chevaux, de cerfs, de poulets et de lièvres ont également été retrouvés dans la grotte, ce qui explique que les réserves de nourriture devaient être tout sauf rares. De plus, le traitement consciencieux des restes humains indique que le cannibalisme préhistorique n'était pas simplement dû à la satisfaction de la faim. Une analyse scientifique a montré à quel point les crânes étaient préparés consciencieusement. Selon celle-ci, peu après la mort, les crânes étaient soigneusement débarrassés des parties molles telles que la langue, les yeux et les lèvres. Après avoir ensuite retiré les os du visage et la base du crâne, les restes étaient façonnés en coquillages. De nos jours, il n'est pas facile de reconstituer les raisons de cette pratique bizarre. Cependant, comme les squelettes ne présentaient aucune trace d'impact violent, certains experts supposent que les personnes n'ont été mangées qu'après leur mort naturelle. Peut-être pour honorer le défunt. Des visiteurs de grottes intoxiqués. Les experts débattent depuis plusieurs décennies du rôle joué par les substances stimulant l'esprit dans la création des peintures rupestres. Une représentation immortalisée il y a des centaines d'années sur les murs de la grotte de Pinwheel, en Californie, devrait maintenant contribuer à éclaircir ce mystère historique. Les chercheurs s'accordent à dire que la peinture représente un datura hallucinogène. Qui plus est, non loin de la peinture, les experts sont également tombés sur des restes de fibres de la même plante. En détail, il s'agit ici de la première preuve connue de la consommation d'un hallucinogène sur un site d'art rupestre. Mais ces découvertes et constatations signifient-elles que les artistes rupestres de l'époque étaient forcément défoncés ? Eh bien, pas nécessairement, car en fait, l'effet du datura est décrit comme excessivement extrême. Ceux qui consomment les substances psychoactives se retrouvent désormais dans un état de transe dépourvu de toute notion du temps. Des hallucinations très réelles et une forte anxiété peuvent également accompagner l'intoxication. Au vu de ces éléments, il semble peu probable aux scientifiques que les artistes aient été sous l'emprise de cet effet débilitant lorsqu'ils ont réalisé leurs œuvres. Néanmoins, la grotte a probablement servi de lieu pour des cérémonies rituelles de groupe au cours desquelles le datura était consommé. De plus, des outils de chasse, des restes d'os et des instruments témoignent du fait que le site était utilisé non seulement pour des rassemblements enivrants, mais aussi à d'autres fins. La Crone. Peu après que 2 randonneurs aient décidé de quitter les sentiers officiels dans les montagnes Catskills de New York, ils se sont retrouvés inopinément à l'entrée d'une petite grotte. À l'intérieur de la cavité naturelle, les hommes sont alors tombés sur quelque chose qui leur a glacé le sang. Une étrange petite figurine en bois à laquelle quelqu'un avait passé une corde autour du cou et planté 6 clous dans la tête. Mais finalement, la curiosité a été plus forte que la peur. C'est pourquoi les randonneurs ont ramené l'objet sinistre chez eux sans autre forme de procès. Mais peu de temps après, des événements étranges se seraient produits dans leur maison. Des empreintes de pas boueuses, à l'odeur âcre de l'eau stagnante de l'étang, en passant par un incident qui a finalement fait regretter leur décision aux randonneurs. Ainsi, le 7e jour après la découverte, une effrayante silhouette d'ombre est apparue dans le salon, assise recroquevillée dans un coin, fixant les hommes de ses yeux rouges sang. Désormais, la créature monstrueuse fut baptisée
the crown, ce qui signifie la bique. Après que les hommes ont donné la figurine en bois à un musée du paranormal et de l'occulte, les événements inquiétants se sont également arrêtés avec un bruit sourd. La grotte du Hobbit, la grotte de Liang Bua sur l'île indonésienne de Flores ou la maison des Hobbits préhistoriques. C'est ainsi qu'en 2003, on y a découvert les premiers restes de l'espèce Homo floresiensis, qui était nettement plus petite que nos ancêtres directs. Dans le cadre de la première description, l'âge des ossements retrouvés a d'abord été estimé à 18 000 ans, ce qui aurait signifié que les humains modernes et les Homo floresiensis se seraient inévitablement écrasés les uns sur les autres. Cependant, des recherches plus récentes indiquent que les fossiles ont au moins 60 000 ans. Selon nos connaissances actuelles, l'Homo sapiens ne résidait pas encore dans la région à cette époque. De plus, nous savons que la première découverte incarne les restes d'une femme d'environ 30 ans, qui mesurait moins d'1 mètre et pesait au maximum 29 kilos. D'autres découvertes ont ensuite montré qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une anomalie individuelle, mais qu'elle correspondait aux caractéristiques moyennes de cette espèce. Comparé aux humains, l'Homo floresiensis possédait des pieds anormalement grands et plats, ce qui explique probablement pourquoi il ne se déplaçait que très mollement. De plus, cette espèce était dotée de bras disproportionnés. Particulièrement passionnant, si l'on suit les mythes des indigènes, l'Homo floresiensis aurait en fait réussi à survivre jusqu'au XIXe siècle. C'est ainsi que les indigènes ont parlé aux chasseurs européens du peuple dit Tebu-Gogo, que leurs ancêtres avaient encore rencontré. Il s'agirait de créatures aussi petites que des enfants et, à l'exception du visage, complètement poilus. Les Ebu-Gogo communiquaient entre eux dans un marmonnement incompréhensible. Mais ils répétaient aussi ce que les gens leur disaient. Le premier Ebu-Gogo aurait disparu peu avant la colonisation de l'île par les Hollandais. Que ce soit dans la mythologie grecque, dans les légendes médiévales ou dans la Bible, quiconque cherche des sources qui rapportent l'existence de colosses gigantesques n'a pas besoin de chercher bien loin. Mais comment placer dans un contexte plausible tous ces récits sur les géants, apparus dans les endroits les plus divers du monde et indépendamment les uns des autres? Les récits sur les puissantes créatures qui faisaient trembler la terre sous le poids de leurs pas ne sont-ils vraiment que des légendes fictives ? Ou bien l'abondance des sources laisse-t-elle penser que ces légendes géantes ont en fin de compte un fond de vérité ? Découverte inexplicable dans une grotte. Quelle est l'authenticité des rapports que nous allons vous présenter ? S'agit-il simplement de fake news ? Ou sommes-nous aveuglés par nos attitudes parce que nous ne voulons tout simplement pas imaginer qu'elles sont vraies ? Eh bien, en fin de compte, c'est à chacun d'en décider par lui-même. Une chose est sûre, il y a quelques semaines, une nouvelle est apparue sur Internet qui a immédiatement fait des vagues. Selon celle-ci, un groupe d'aventuriers amateurs a découvert l'été dernier de gigantesques squelettes de créatures de type humain dans une grotte des montagnes rocheuses. Certains des défunts auraient ainsi dépassé les 3 mètres de haut. Au classement, le plus grand être humain de l'histoire, Robert Wadlow, l'a porté sur une hauteur de 2,72 m. Il ne faut cependant pas oublier que ces cas de gigantisme sont liés à une perturbation de la distribution de l'hormone de croissance et représentent l'exception absolue. Il en va tout autrement dans les montagnes rocheuses. Ici, les trackers sont tombés sur toute une rangée de corps extraordinairement grands. Si l'on suit les rapports qui circulent sur le net, le groupe de découvreurs a immédiatement informé les autorités officielles. À l'arrivée des experts, les mâchoires se sont immédiatement décrochées. Selon les premières estimations, les ossements ont plus de 10 000 ans. Un âge qui correspond à peu près à la date présumée du premier peuplement des Amériques. Information secrète. Mais en supposant un instant que les squelettes géantes ont bien été trouvés au cours de l'été 2022, pourquoi n'en apprenons-nous l'existence que maintenant ? Eh bien, on dit que c'est parce que les responsables ont immédiatement classé la découverte comme top secret. Toutes les informations ont été délibérément cachées au public. Par la suite, le gouvernement a convoqué une équipe d'experts composée de géologues, de généticiens et d'historiens.
il est apparu clairement que l'âge présumé était effectivement correct. Selon eux, la hauteur avait été isolée du monde extérieur pendant plus de 10 000 ans. Les détails mis au jour par les généticiens étaient encore plus passionnants. Les créatures découvertes n'étaient en aucun cas des humains d'une taille inhabituelle, mais une espèce d'hominidés dont personne n'avait jamais entendu parler auparavant. Parallèlement, les historiens se sont attelés à la tâche de passer au peigne fin les textes anciens et le folklore des tribus indigènes afin d'établir d'éventuels liens avec les créatures géantes. Et en effet, le folklore indigène parlait d'une race de géants qui avait vécu dans la région bien avant l'arrivée de l'homme. De plus, les récits parlent d'un énorme cataclysme, c'est-à-dire d'une catastrophe dévastatrice qui a anéanti les géants, ne laissant derrière elle que leurs ossements. Ces mystérieuses créatures auraient pesé 450 kilos. Des débats passionnés. Pour quelles raisons les responsables auraient-ils dû nous cacher cette saisissante nouvelle ? Eh bien, comme vous pouvez probablement déjà l'imaginer, l'annonce de la découverte aurait plongé toutes nos visions du monde dans le chaos. Les théories habituelles sur l'évolution humaine auraient été ébranlées dans leurs fondements. Et même les origines de notre propre espèce auraient dû être remises en question. Mais selon toutes les apparences, l'information a tout de même réussi d'une manière ou d'une autre à s'infiltrer. Il est dans la nature des choses que la découverte n'ait pas été immédiatement célébrée comme une révolution scientifique. Au contraire, les débats qui s'ensuivirent portèrent beaucoup plus sur l'authenticité des supposées découvertes. Alors que certains critiques affirment qu'il s'agit tout au plus des restes d'un groupe de personnes difformes, d'autres ne voient dans cette histoire qu'un canular éhonté. L'avenir nous dira ce qu'il en est en vérité. Ce que nous savons cependant, c'est que cette affaire n'est en aucun cas une exception. Les histoires qui ont toujours entouré la grotte de Lovelock dans l'État américain du Nevada nous laissent également bouche bée. Grotte de Lovelock. Nous sommes en 1911 lorsque des mineurs découvrent des objets étonnants dans la grotte susmentionnée. Selon toute apparence cependant, les hommes ne pensaient pas au départ que leur découverte était particulièrement importante. Alors que les travaux se poursuivirent, certains objets vont être détruits, tandis que les autorités officielles n'en sont informées que des mois plus tard. Malgré cela, les archéologues convoqués ont pu récupérer 10 000 objets dans la grotte de Lovelock, attribués à la tribu Paiute. Parmi les découvertes vieilles de 2000 ans, on trouve des paniers, des figurines de canards et des sandales gigantesques qui, avec un peu moins de 40 cm de long, étaient bien trop grandes pour être portées par une personne ordinaire. Mais ce n'est pas tout. Ce que l'on ne trouve plus dans les sources d'information modernes était encore imprimé dans les journaux du début du XXe siècle. La grotte de Lovelock contenait également 45 squelettes humains. Plus encore, certains os étaient anormalement grands. En conséquence, les défunts auraient dû la porter sur des longueurs de corps allant jusqu'à 2,45 m. Mais ce n'est pas la seule circonstance par laquelle les géants différaient des autres habitants de la région. En effet, leurs cheveux n'étaient pas foncés, mais brillaient d'un riche rouge. Siteka. Mais qui étaient vraiment ces êtres colossaux ? Que savons-nous de leurs histoires et de leur destin ? Eh bien, pour le savoir, nous devons jeter nos livres d'histoire communs dans un coin, et plutôt jeter un coup d'œil au folklore des Indiens Paiutes déjà mentionné. Dans les rangs des peuples indigènes, on raconte depuis des générations l'histoire d'un peuple brutal que les Paiutes appelaient Siteka. Selon la tradition orale, il s'agissait d'un peuple d'une extrême stature, qui possédait également des cheveux d'un roux flamboyant. Dire que les Siteka avaient un caractère inamical serait un euphémisme. En conséquence, les géants étaient considérés comme grossiers, vicieux et même cannibales. Il n'est donc pas surprenant que les Indiens Paiutes n'aient pas pu coexister pacifiquement avec les colosses. Au contraire, les indigènes saisissaient toutes les occasions pour tendre des embuscades aux géants et en tuer le plus possible. L'affrontement, qui a duré des années, a finalement abouti à une dernière grande bataille. Au cours de celle-ci, les Indiens sont progressivement parvenus à prendre le dessus, obligeant l'ennemi gigantesque à reculer dans une grotte. Les Paiutes auraient alors exhorté les Siteka à sortir et à continuer à se battre honorablement. Mais devant le refus des géants, les Indiens ont mis au point un plan astucieux.
Ils ont scellé l'entrée de la grotte avec des matériaux inflammables et ont allumé un grand feu. Les géants, qui se sont alors réfugiés à l'extérieur en panique, sont tombés sous la grêle de flèches. Les autres ont brûlé vifs ou se sont asphyxiés. Quelque temps après la bataille, l'entrée de la grotte s'est effondrée, de sorte que personne ne pouvait désormais y pénétrer. Les Néphilim. À ce stade, revenons à la découverte mentionnée au début de cet article. Comme nous l'avons déjà mentionné, les géants auraient été anéantis une fois par une catastrophe naturelle dévastatrice. Et que penseriez-vous si nous vous disions qu'un tel incident est effectivement décrit dans la Bible ? Mais prenons les choses dans l'ordre. Dans le premier livre de Moïse, nous apprenons que les soi-disant fils de Dieu sont descendus sur terre parce qu'ils désiraient des femmes. De ces liens étaient finalement nés les géants de la préhistoire, ce que l'on appelle les Néphilim. Fondamentalement, cependant, les informations que l'Ancien Testament nous fournit sur le peuple des géants sont extrêmement maigres. Pour en savoir plus sur cette tribu, nous devons mettre notre nez dans des passages qui ont été retirés du canon officiel de la Bible par l'Église, il y a déjà un certain temps. Les apocryphes. Connaissance bannie. Ce que les textes canoniques omettent est dépeint d'autant plus complètement dans le premier livre d'Enoch, le livre des Jubilés et le livre des géants. D'une part, nous avons fait l'expérience ici que les fils de Dieu ont révélé des choses interdites et des secrets cachés du ciel aux enfants des hommes. Au sujet des géants Néphilim, il est dit qu'ils possédaient une faim insatiable et qu'ils tombaient pratiquement sur tout ce qui se trouvait sur leur chemin. C'est ainsi que les humains se seraient retrouvés au menu des géants. Après que deux Néphilim eurent fait le rêve étrange d'une table sinistre s'enfonçant dans l'eau, ils voulurent s'adresser à Enoch. Mais le personnage biblique, au sujet duquel nous avons déjà publié quelques vidéos passionnantes, n'était déjà plus sur Terre à l'époque. Lorsque le messager des Néphilim a atteint Enoch dans le ciel, il a interprété les rêves décrits. Les géants seraient détruits par une catastrophe divine, car ils ont réveillé la colère de Dieu. Dans le détail, il s'agissait de ce déluge dévastateur que nous connaissons grâce à l'histoire de l'Arche de Noé. Cependant, certains préastronautes, comme Zecharia Sitchin, considèrent les Néphilim non pas comme des descendants d'êtres divins, mais comme des extraterrestres hautement civilisés qui sont venus sur Terre il y a des milliers d'années et se sont mêlés aux femmes humaines. Le Monteverde. Quand les humains ont-ils réellement commencé à coloniser le continent sud-américain ? Pour se rapprocher de la réponse à cette question passionnante, il convient de jeter un coup d'œil au site de fouilles archéologiques de Monteverde au Chili. Il s'agit en fait de l'un des rares sites préhistoriques à ciel ouvert d'Amérique du Sud. Peu après l'installation des humains dans la région, la rivière qui s'y trouvait s'est asséchée, laissant une tourbière qui a parfaitement préservé les structures organiques pour la postérité. Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'entre 20 et 30 personnes ont vécu ici, et ce, il y a environ 12 à 14 000 ans. D'autres traces, bien que non sécurisées, indiquent même un âge de 30 000 ans. Déjà, les découvertes sécurisées ont complètement bouleversé la vision commune de l'histoire. Jusqu'à présent, on supposait que les Paléo-Indiens n'avaient colonisé l'Amérique que 3000 ans plus tard. Près du ruisseau, les premiers colons connus ont installé une sorte de tente qui était divisée en quartiers d'habitation individuels, chaque quartier d'habitation ayant sa propre cheminée. À l'extérieur de cet abri, recouvert de peaux d'animaux, les habitants fabriquaient des outils et des objets d'art. Les restes des plantes comestibles découverts, qui provenaient de distances allant jusqu'à 250 km, suggèrent que les habitants de l'époque vivaient comme des chasseurs et des cueilleurs et faisaient régulièrement de longues incursions dans la campagne environnante. Sitchin Barro. Les pyramides de Gizeh, célèbres dans le monde entier, ont environ 4500 ans. Cependant, lorsque les puissants monuments des anciens Égyptiens ont été achevés, la grande pyramide de Sitchin Barro était déjà debout depuis environ 700 ans. Les vestiges de cette structure de 70 à 100 mètres de haut ont été découverts en 2005. Mais le site de fouilles dans l'ouest du Pérou nous donne également un aperçu du cadre de vie de la fascinante culture Norte-Chico. Les débuts de cette culture sud-américaine de l'âge de pierre remontent à 9000 ans avant Jésus-Christ et les habitants ont connu leur apogée entre 3500 et 1800 ans avant Jésus-Christ. On sait aujourd'hui que la construction de l'usine de Norte Chico s'est faite dans le cadre d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment.
Nous savons maintenant que la construction du lieu de culte de Sechinbaro a probablement annoncé le début de ce mariage culturel. Si nous parcourons maintenant environ 200 km vers le sud, nous trouverons le site archéologique de Caral. Situé dans la vallée de la rivière Rio Supe, les ruines redécouvertes incarnent la plus ancienne ville connue du continent. En détail, environ 1000 résidents permanents ont vécu ici entre les années 2600 et 2000 avant Jésus-Christ. Ici aussi, le Norte Chico a créé des pyramides, mais avec une hauteur d'environ 18 mètres, elles étaient nettement plus petites que leur imposant homologue de Sechinbaro. Pâte antique. Bijoux précieux, épées de valeur, figures mythiques. On sait depuis longtemps que les peuples du passé plaçaient une grande variété de biens funéraires auprès de leurs défunts. Cependant, des archéologues péruviens ont récemment pu constater de visu à quel point le culte de la mort de nos ancêtres pouvait être inhabituel. Dans la tombe d'un aristocrate, les chercheurs ont découvert une paire de pattes métalliques rappelant les griffes acérées d'un gros chat. Selon les experts, il ne fait aucun doute que ces objets ont été fabriqués pour le combat. Comme si cela ne suffisait pas, les chercheurs pensent que les pattes faisaient autrefois partie d'un costume complet en peau d'animal. Il est très probable que les guerriers déguisés s'affrontaient lors de duels rituels. Le vainqueur recevait alors les pattes de son adversaire comme trophée, tandis que le perdant était sacrifié aux dieux. Les premières recherches indiquent que les objets funéraires ont plus de 1500 ans. À cette époque, la culture Moche était basée sur la côte nord du Pérou, avant de disparaître mystérieusement de la scène au 8e siècle. Géant préhistorique. Voici l'Argentinosaurus, en d'autres termes, l'un des animaux terrestres les plus puissants qui ait jamais foulé notre globe. Mesurant jusqu'à 30 mètres de long et pesant plus de 70 tonnes, cet herbivore au long cou éclipsait facilement tous les autres lézards primitifs. Les quelques ossements que nous connaissons à ce jour de l'Argentinosaurus ont été découverts en Argentine à la fin des années 80, d'où son nom officiel. Lorsqu'il s'agit de déterminer le plus grand carnivore de tous les temps, on ne peut éviter le Giganotosaurus. Les fossiles correspondants ont également été découverts en Argentine. La reconstitution effectuée par les chercheurs a révélé que le Giganotosaurus mesurait jusqu'à 13 mètres de long et pesait 7 tonnes. Malgré sa masse imposante, la bête atteignait une vitesse impressionnante de 50 km/h. Pour se procurer l'énergie nécessaire, il devait dévorer 20 kg de viande par jour, ce qui correspond à 4 fois les besoins d'un tigre adulte. Parade de masse d'animaux. Qu'il s'agisse de chats, de chiens, de tapirs ou de pécaris, de nombreux animaux aujourd'hui typiques de l'Amérique du Sud proviennent en fait du continent nord-américain. Mais cela va aussi pour les cas inverses. Les racines des tatous et des opossums se trouvent en fait plus au sud. C'est ainsi que s'est produit, il y a 2,8 à 2,7 millions d'années, ce que l'on appelle le grand échange de la faune américaine, au cours duquel d'innombrables créatures se sont déplacées vers un nouveau foyer. Mais quel était le contexte de ces déplacements massifs d'animaux ? Depuis que l'Amérique du Sud a commencé à se séparer du reste des terres émergées du monde il y a environ 100 millions d'années, la faune s'y est développée de manière totalement indépendante pendant des milliers d'années. Peu de formes de vie ont été capables de quitter leur foyer isolé. Il y a environ 2,76 millions d'années, le continent tronqué a finalement obtenu une connexion sous forme d'un pont terrestre stable vers l'Amérique du Nord. Dès lors, d'innombrables animaux ont commencé à utiliser le pont terrestre nouvellement créé, dans les deux sens. En conséquence, certaines espèces animales ont disparu d'Amérique du Sud. Et les niches ainsi libérées ont été occupées par les animaux migrants. Outre les formes animales déjà présentées, les nouveaux colons sud-américains comptaient également des ours, des cerfs, des chevaux, des martres et des lapins. En contrepartie, l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale ont accueilli des paresseux géants, des fourmiliers, des capybaras et l'oiseau dit de terreur Titanis. Vilcabamba. En 1536, le souverain inca Manco Cápac II, nommé par Francisco Pizarro, se retourne contre les souverains étrangers espagnols. Bien que le souverain indigène dispose de dizaines de milliers de soldats autour de lui, il ne parvient pas à reprendre la capitale Cusco. Après l'échec du siège, le souverain inca n'a eu d'autre choix que de se retirer à Vilcabamba avec ses guerriers.
Rétrospectivement, Vilcabamba est considérée comme la dernière retraite de l'Empire Inca, autrefois puissant. Dans les années qui ont suivi, les peuples indigènes ont opposé une résistance farouche aux Espagnols depuis cet endroit. Après que Manco Cápac II a été tué par 7 traîtres en 1544, ses fils ont réussi à préserver l'indépendance de Vilcabamba grâce à d'habiles négociations. En 1572, cependant, il est devenu évident que les Incas ne pourraient pas résister longtemps aux Espagnols. Après quoi, les habitants indigènes ont brûlé leur propre ville. Au cours des siècles qui ont suivi, la connaissance du dernier bastion Inca s'est perdue. Toutes les tentatives pour retrouver Vilcabamba sont restées vaines. En fait, les ruines n'ont pu être redécouvertes que dans les années 1960, grâce à des photographies aériennes américaines. Depuis lors, de plus en plus de vestiges de ce peuple fascinant ont été remis au jour. Il s'agit par exemple du palais du souverain présumé, de bâtiments étonnamment bien conservés et d'un important sanctuaire qui porte le nom de la Pierre Blanche. San José. Faisant partie de la flotte d'argent espagnole, le San José a transporté à plusieurs reprises des tonnes de matières premières précieuses en provenance des colonies sud-américaines. Le galion, achevé en 1696, était armé de plus de 60 puissants canons pour protéger la brillante cargaison. Avant de prendre la mer pour la toute dernière fois, le navire a été une nouvelle fois richement chargé à Panama en mai 1708. Plus de 340 tonnes de pièces d'or et d'argent et 16 boîtes remplies d'émeraudes devaient entamer le long voyage de retour. Ces traversées étaient loin d'être anodines, si l'on se souvient que la Grande-Bretagne et l'Espagne étaient engagées dans la guerre dite de succession d'Espagne depuis 1701. C'est ainsi que la flotte d'argent a été interceptée par 4 navires de guerre britanniques à une trentaine de kilomètres du port colombien de Carthagène. La bataille acharnée a duré près de 10 heures. Finalement, le San José a pris feu et coulé dans les profondeurs de la mer à la suite de l'explosion d'une chambre à poudre. Plus de 570 personnes sont mortes, 11 seulement ont survécu. La valeur de la cargaison engloutie est estimée à plusieurs milliards d'euros, ce qui rend d'autant plus compréhensible le fait que de nombreux chasseurs de trésors se soient efforcés au fil du temps de retrouver le San José. Il a fallu attendre 2015 pour que le président colombien Juan Manuel Santos annonce la sensation mondiale. Une équipe d'experts internationaux a enfin réussi à retrouver l'épave près de la péninsule de Barú. Cependant, cette découverte époustouflante est assombrie par certains litiges. La question de savoir à qui appartient le San José est toujours au centre de débats animés. Selon une convention de l'UNESCO, le navire et sa cargaison appartiennent à son pays d'origine, l'Espagne. Le problème, la Colombie n'a jamais signé la convention en question. L'ethnie indigène Caracara de Bolivie jette également son chapeau dans l'arène sur cette question. Leurs ancêtres ont été contraints au travail forcé par les Espagnols au XVIe siècle. Il y a quelques semaines, 2 autres épaves de la même époque ont été découvertes près du San José. Il sera intéressant de voir comment les parties parviendront finalement à un accord. Maricoxy. L'explorateur Percy Fawcett a mené une vie vraiment passionnante. Après avoir servi comme soldat, le Britannique a appris le métier de géomètre. C'est ainsi que Fawcett a été envoyé à plusieurs reprises en Amérique du Sud par le gouvernement pour cartographier l'une des dernières régions non développées de la planète. Alors que l'explorateur accomplit ses missions officielles, il prend connaissance d'une ancienne légende qui le fascine de plus en plus, le mythe de la cité engloutie de Z. Certains indices suggèrent qu'à un moment donné, Fawcett s'est consacré exclusivement à la recherche de la cité perdue. Il n'est pas certain qu'il ait effectivement réussi à découvrir les ruines légendaires au cœur de la jungle brésilienne. Percy Fawcett a disparu sans laisser de traces durant l'été 1925 et n'a jamais été revu. On pense que l'aventurier a été tué avec son fils par une tribu indigène. D'autres, en revanche, pensent que le duo père-fils a été accepté dans les rangs de la tribu et a vécu dans la jungle jusqu'à la fin de sa vie. Au cours de ses expéditions dans la forêt tropicale, le Britannique a également continué à entendre des rumeurs sur un peuple grotesque. C'est ainsi que les Indiens Makshubi ont raconté l'histoire des Maricoxy. Il s'agirait d'un groupe de créatures poilues dont les membres se mangeraient les uns les autres, encore et encore. Si un humain tombe dans les griffes des Maricoxy, il est rôti à la broche sur un feu ouvert, avant que la chair ne soit arrachée des os.
Lors d'un voyage ultérieur, Fawcett a de nouveau entendu parler d'un étrange peuple de singes qui vivait dans des terriers. Dans ce cas également, on dit que les membres de la tribu sont couverts d'une fourrure sombre et qu'ils partent à la chasse pendant la nuit. On dit que ces êtres avaient un odorat si développé qu'on leur attribuait un sixième sens. Plus tard, l'aventurier aurait même rencontré les Marikoxi en personne. Ainsi, après quelques jours dans la jungle, Fawcett et ses compagnons se retrouvèrent sur une piste indigène. Alors que les hommes se demandaient s'ils devaient continuer sur ce chemin, ils aperçurent soudain deux silhouettes au loin. Un regard plus attentif a révélé l'apparence inhabituelle des deux étrangers. Fawcett a déclaré plus tard qu'il s'agissait d'hommes exceptionnellement grands et poilus. Ils avaient également des bras extraordinairement longs et un front déformé de façon grotesque. Peu après, les deux inconnus se sont retournés et se sont retirés dans les sous-bois. Très bien les amis, maintenant c'est votre tour. Quelle est la découverte d'Amérique du Sud que vous avez trouvée la plus intéressante ? Comme toujours, faites-nous part de vos idées, suggestions et impressions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de nous donner un coup de pouce et de vous abonner pour rester à jour. Êtes-vous intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les plus belles découvertes archéologiques ? Alors jetez un coup d'œil aux autres posts de notre chaîne auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à la prochaine fois.